Eh bien, il est 9h30, donc nous allons donc commencer notre cinquième journée scientifique de la FHU, donc Respire en visio. Bienvenue à tous. Donc, on a sur le programme de la matinée deux parties. Une première partie avec quatre communications orales, une petite pause courte. Et je vous demanderai à tous de bien respecter les horaires parce qu'on doit les tenir. Une deuxième partie avec deux communications orales et un appel à collaboration. Une petite photo déconnectée et puis chacun, alors le déjeuner forcément n'est pas fourni puisqu'on est chacun chez soi. Le déjeuner avec, pardon, un petit temps donc de repos pour chacun avant de se retrouver pour le programme de l'après-midi. Alors, Sandrine, elle vous a remis le programme là en QR code si jamais vous l'avez pas dans votre boîte mail, mais normalement vous l'avez reçu. L'après-midi, on est plutôt sur l'avenir de notre FHU avec un premier bilan de ce que c'est des 5 ans. Alors c'est un bilan qui n'est pas exhaustif du tout, qui n'est pas hyper scientifique, qui retrace globalement donc nos 5 ans de FHU pour nous projeter vers notre FHU Respire 2.0 avec un état des lieux et puis la présentation en tout cas de deux nouveaux collaborateurs avec des nouvelles compétences. Et ensuite, donc, des ateliers avec l'idée de s'atteler à réaliser déjà avancer sur notre bilan 2021-2025. Donc, c'est des ateliers organisés en sous-groupe, donc plutôt par work package. Bien sûr, vous pouvez être intéressé par plusieurs work packages, mais vous allez vous connecter qu'à un seul pour l'atelier. L'idée, et on en rediscutera cet après-midi, c'est d'essayer de faire le point de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, et donc de vraiment avancer sur ce bilan. Ce bilan, il est fondamental parce que, je rentrera dans le détail cet après-midi, mais globalement, c'est ce bilan, s'il est favorable, qui nous donnera une année supplémentaire de financement pour tenir jusqu'à l'appel d'offres de la FHU Respire 2. Enfin, de l'appel d'offres où on soumettra la FHU Respire 2.0 qui devrait débuter en janvier 2027. Donc, il y a une année blanche, mais qui peut être financée si notre bilan est bon. Donc, à nous de le rendre bon, parce que je pense qu'on a bien travaillé, il faut juste bien le mettre en valeur. Et puis, ces ateliers sont relativement courts, 1 heure, et il y a une restitution rapide sur la dernière demi-heure. Donc, on vous remettra bien sûr tous les liens. Il y a donc des liens pour chacun des Zooms des différents Work Packages. Alors, le Work Package 5, donc on a travaillé en amont parce que ni Julien ni Bruno ne pouvaient être là. Et je vous rappelle, le Work Package 5, c'est histoire, bon, sciences humaines et sociales, mais malheureusement, la personne qui s'était vraiment impliquée au départ a plutôt quitté d'interrégion. Et puis après, c'est tout ce qui va être correspond à enseignement, communication, diffusion, donc qui correspond à l'EDC. Donc là, vous aurez à vous connecter sur l'un des quatre ateliers des Work Package. Et donc, on va vous souhaiter avec Sandrine une excellente journée. Notre modérateur numéro un est bien là, Christophe. Tu remarqueras, Christophe, qu'il est 9h34. Tu vas donc pouvoir commencer à l'heure ta modération. Et donc, je te laisse gérer donc ces quatre communications orales. Oui. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Bon. Donc, on va pas perdre de temps. Christophe Marguet, je suis donc pneumopédiatre au CHU de Rouen. Je vais modérer donc les présentations courtes de travaux qui sont en cours. Je vais laisser la parole au docteur Hortense Teta, qui est donc praticien hospitalo-universitaire et qui va nous présenter une étude de l'efficacité de l'azithromycine dans l'asthme non contrôlé du jeune enfant. Merci. Bonjour à tous. Donc, je remercie la FHU de me permettre de présenter ce projet qui a pour acronyme ESAGE pour étude de l'efficacité de l'azithromycine à dose anti-inflammatoire dans l'asthme non contrôlé du jeune enfant. J'avais déjà commencé à en parler l'année dernière lors de la journée en 2024 de la FHU et donc je vais vous présenter un petit peu l'avancée de mes travaux. Pour rappel, le contexte, donc l'asthme est
est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant et chez le jeune enfant, le moins de 5 ans, ceux que les anglophones appellent preschool wheezer. On peut voir un asthme sévère non contrôlé qui est défini par des exacerbations, des crises d'asthme fréquentes, plus de 4 par an, malgré un traitement bien conduit avec des posologies quotidiennes de corticoïdes inhalés supérieures à un certain seuil. Les traitements de fond recommandés chez cette jeune classe d'âge sont relativement limités et ils reposent principalement sur l'administration de corticostéroïdes inhalés, de bêta-2 mimétiques et d'anti-leucotriènes. Cependant, récemment, il y a eu de nombreuses publications sur des effets indésirables, en particulier neuropsychiques, de ces anti-leucotriènes, ce qui freine leur prescription de la part des pédiatres et des pneumopédiatres. Et des travaux ont été réalisés depuis maintenant une bonne dizaine d'années, une bonne vingtaine d'années, sur l'utilisation de l'azithromycine comme traitement anti-inflammatoire chez les patients atteints de mucoviscidose. Et donc, les pneumopédiatres se sont inspirés de cette efficacité de l'azithromycine à dose anti-inflammatoire pour le prescrire dans l'asthme qu'on n'arrivait pas à contrôler. Et cela a abouti chez l'adulte et chez les enfants de plus de 6 ans à des recommandations, et notamment dans les recommandations de l'année dernière concernant l'enfant de 6 à 12 ans. Vous le voyez, j'ai mis le petit arbre décisionnel des traitements possibles dans l'asthme. Il est recommandé chez l'enfant de plus de 6 ans de prescrire de l'azithromycine sous des conditions précises, mais en particulier lorsque l'enfant ne rentre pas dans les critères de mise en place d'une biothérapie. Il y a une étude qui a été publiée en 2022 chez l'enfant de 5 à 15 ans qui a permis d'évaluer l'efficacité de l'azithromycine à dose anti-inflammatoire chez des enfants qui présentaient un asthme sévère. Et cette étude a montré une amélioration du score ACT, qui a un score qui nous permet d'évaluer le contrôle de l'asthme, une augmentation de la proportion d'enfants et d'adolescents qui avaient un asthme bien contrôlé, une réduction du nombre de crises sévères sur les 3 mois et surtout pas de différence significative concernant les effets indésirables. Et puis, je fais partie d'un groupe de travail qui va émettre des recommandations concernant l'utilisation de l'azithromycine en pneumopédiatrie, va être envoyée cette semaine au relecteur pour une publication, on espère, avant la fin de l'année. Et nous concluons pour les jeunes enfants qu'il n'y a actuellement aucune donnée permettant de recommander l'utilisation de l'azithromycine en traitement de fond additionnel de l'asthme chez l'enfant de moins de 6 ans. Donc, face à ces constats, nous avons eu l'idée de proposer cette étude ESAGE, qui sera une étude multicentrique contrôlée, randomisée, prospective, avec donc 2 bras, un bras azithromycine et un bras contrôle, une randomisation 1 sur 1. Et la durée de l'étude pour chaque patient inclus sera de 3 mois de traitement, suivi de 3 mois de suivi, et donc un total de 6 mois pour chaque patient. Nous inclurons durant 24 mois et nous suivrons donc 6 mois chaque patient. Donc, la durée totale de l'étude sera de 30 mois. L'objectif principal des âges sera d'évaluer l'efficacité à 3 mois de l'azithromycine à dose immunomodulatrice en addition des traitements de fond recommandés dans l'asthme sévère non contrôlé de l'enfant de moins de 5 ans. Et donc, le critère d'évaluation principal sera l'évolution du contrôle de l'asthme à 3 mois par rapport au contrôle de l'asthme à l'inclusion. Et ce contrôle de l'asthme, nous l'évaluerons nous nous appuierons sur le score du TRAC, qui est le Test for Respiratory and Asthma Control in Kids, qui est rempli par les parents des patients dans chacun des 2 groupes. Et donc, je vous ai remis le score TRAC avec ses différents items et ses différents points. En fait, on parle d'asthme contrôlé lorsque le score TRAC est supérieur à 80 et d'asthme non contrôlé s'il est inférieur à 80. Et donc, nous évaluerons le pourcentage de patients avec un score supérieur à 80 à M3 et M6. Nous comptabiliserons aussi le nombre d'exacerbations sévères définies par la prise de corticoïdes oraux et nous évaluerons également les effets indésirables que nous pouvons noter lors
lors de la prise d'azithromycine, ceux-ci sont principalement digestifs avec des diarrhées possibles, des vomissements, principalement l'éruption cutanée, les céphalées, c'est vraiment plus anecdotique. Donc, les critères d'inclusion principaux seront donc les enfants de moins de 5 ans qui présenteront un asthme sévère, qui seront suivis par un pneumopédiatre et donc un asthme sévère non contrôlé. Les critères de non-inclusion seront un allongement du QT, car on sait que l'azithromycine fait partie des médicaments qui peuvent allonger ce QT. Les patients qui présenteront bien sûr une allergie aux macrolides, des antécédents de maladies chroniques hépatiques ou rénales, et des patients ayant reçu des macrolides au cours des 2 dernières semaines, donc avant l'inclusion. Je vous ai mis le flowchart de l'étude. Donc, au cours d'une consultation avec un pneumopédiatre, celui-ci évaluera la potentielle inclusion, la possible inclusion de son patient et informera les parents de l'étude. S'ils sont d'accord, sera organisée une visite d'inclusion au cours de laquelle seront recueillis les consentements des parents et recueillis également des données cliniques. Puis, au cours de cette visite d'inclusion, il y aura randomisation. Soit le patient sera randomisé dans le bras azithromycine, soit dans le bras contrôle. Et dans le bras contrôle, en fait, les patients auront les traitements de fond recommandés. Bien sûr, sans azithromycine. Dans le bras azithromycine, les patients auront le traitement de fond recommandé plus l'azithromycine à dose immunomodulatrice. Ceci pendant 3 mois. Et au cours de ces 3 mois, en fait, à 1 mois, on aura un appel téléphonique de la part de notre infirmière de recherche clinique qui évaluera la tolérance des traitements et également l'observance. 3 mois après l'inclusion sera organisée une consultation, une première consultation où le pneumopédiatre recueillera des données cliniques et puis une dernière consultation aura lieu 6 mois après l'inclusion, donc 3 mois après la première visite pour également un recueil de données cliniques. Alors, où en est-on exactement de ce projet? Nous avons eu l'accord des 4 CHU du G4, donc Dr Agossa à Caen, Dr Lejeune à Lille, Dr Ramès à Amiens. Et puis, nous avons soumis notre projet au PHRC-I, donc interrégional. 3 relecteurs ont évalué notre projet. 2 n'ont émis aucune recommandation. Ils ont été favorables. Et le troisième a classé notre dossier comme éligible avec recommandation. Et la seule, enfin, la recommandation demandée par ce relecteur était d'intégrer des CH périphériques. Et donc, nous avons demandé à 2 CH périphériques, Le Havre avec le docteur Rosolène et Dieppe avec le docteur Almazini, de nous rejoindre, ce qu'elles ont accepté. Et donc, nous serons 6 centres investigateurs. Nous avons soumis notre dossier complet le 27 mars, donc au PHRCI, et nous espérons des résultats positifs début juillet avec pour objectif un début des inclusions en janvier 2026. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hortense. Merci. Je vais donc donner la parole à Frédéric Rivière, donc de Caen, sur la dynamique de la composition et l'évolution du microbiome respiratoire des patients ayant bénéficié d'une ACSH. Alors, on va avoir le droit à l'acronyme. Voilà, avec comme possible biomarqueur. Donc, merci beaucoup au Conseil scientifique de m'avoir permis de parler de ce projet donc, qui devrait démarrer normalement dans le courant de l'année. Donc, effectivement, qui s'intitule Étude de la composition et de l'évolution du microbiome respiratoire chez les patients ayant bénéficié d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, donc comme possible biomarqueur. Vas-y, tu peux passer, s'il te plaît. Alors, juste un petit rappel pour l'allogreffe, pour ceux qui ne sont pas complètement férus de cette chose-là. Donc, c'est un traitement de beaucoup d'hémopathies malignes et non malignes. Et en fait, le principe, c'est de faire une chimiothérapie intensive. Et la greffe sert déjà, premièrement, à sortir d'aplasie, mais ça pourrait s'appeler une autogreffe. Et le principe de l'allogreffe, c'est justement d'avoir un effet, ce qu'on appelle un effet GVL, donc graft versus leukémia ou lymphoma, ça dépend, pour que les lymphocytes du donneur agissent sur les cellules leucémiques résiduelles du receveur. Donc ça, c'est pour les effets bénéfiques et les effets négatifs, c'est l'effet GVH, donc graft versus host.
qui peut toucher beaucoup d'organes, essentiellement le tube digestif, la peau, le poumon arrivant en troisième position, mais en troisième position de fréquence, mais pas du tout de pronostic. La physiopathologie, elle est assez mal décrite, en tout cas dans le poumon. Il y a probablement un peu d'alloréactivité du fait du lymphocyte T, mais également un peu d'alloimmunisation. Mais tout ça était une espèce de bouillie qui n'est pas bien démembrée. Vas-y, suivante. Et ça passe pas. Ah, pardon. Pour ce qui est des complications pulmonaires, donc post-allogreffe, cette étude d'Anne Bergeron a montré que finalement, elles étaient relativement fréquentes, à hauteur de 20% pour tout ce qui est complications pulmonaires. La bronchiolite oblitérante, qui est un petit peu la plus problématique, est aussi la plus fréquente, puisque représente 50% de ces complications pulmonaires non infectieuses post-allogreffe. Et tout se joue quasiment dans les 24-30 premiers mois, puisque elle débute, l'incidence démarre entre 3 et 6 mois, et après 2 ans et demi, il n'y a plus de survenue de bronchiolite oblitérante. Donc tout se joue vraiment dans les 2 premières années post-allogreffe. Et là, c'est la prochaine. Et ça a un impact pronostic direct, parce que, comme on va le voir, comme on le voit sur ce graphique, la courbe en rouge, c'est la mortalité par rechute. La courbe en bleu, c'est la mortalité par GVH, toutes GVH confondues. Et la courbe en vert, on a sorti uniquement les formes respiratoires. Et on voit que finalement, ça a un impact pronostic non négligeable sur la mortalité de ces patients qui sont a priori guéris de leur maladie hématologique. La deuxième question, c'est de se dire, est-ce qu'il y avait une différence entre les différentes complications pulmonaires non infectieuses? Classiquement, on dit que la BO est de pronostic assez défavorable, ce qui est vrai, mais finalement pas beaucoup plus ni beaucoup moins que les autres complications pulmonaires non infectieuses. La suivante, s'il te plaît. Et donc là, je revenais sur la physiopathe. Il y a une belle pensée physiopathologique qui pourrait faire évoquer, il y a une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire amènera l'activation du fibroblast et le dépôt de matrice extracellulaire au niveau d'un bronchiole, aboutissant à la bronchiolite oblitérante. Ça, c'est déjà c'est pas démontré. Deux, probablement qu'on arrive trop tard. En tout cas, toute la cascade d'avant, on ne l'a pas, puisque les immunosuppresseurs, les corticoïdes, n'ont pas montré leur efficacité sur l'évolution de la bronchiolite oblitérante, alors même qu'on sait qu'il y a plusieurs triggers, et ça c'est la suivante, notamment virales, parce que plusieurs essais prospectifs ont montré que avoir eu un épisode infectieux viral, quelle que soit sa gravité, quelle que soit son infection, qu'elle soit haute ou basse, était associé à un surrisque de développer une bronchiolite oblitérante, enfin une complication pulmonaire et une bronchiolite oblitérante, et ça sur deux, trois papiers qui font un peu référence. Donc manifestement, faire une infection virale, c'est associé à la survenue de la bronchiolite oblitérante. La suivante, s'il te plaît. Si on fait l'exemple du VRS, en prospectif, chez des patients qui ont fait une infection VRS chez les allogreffés, on voit que dans les 3 mois, il y a un tiers de ces patients qui perdent plus de 10% du VEMS, et ces patients qui ont perdu plus de 10% de VEMS ont une mortalité significativement augmentée comparativement aux patients qui ont fait l'infection AVRS sans atteinte respiratoire, on va dire à distance, parce que la mortalité est de 7% chez ces patients-là, elle est de 25% chez les autres. Donc très clairement, il y a un sujet sur virus et complications pulmonaires, et notamment bronchiolite oblitérante. La suivante. Et donc finalement, la question, c'est de se dire, est-ce que le virus, il est tout seul et directement le provocateur de la complication pulmonaire et notamment de la LOGREF? Est-ce que l'infection virale, indirectement par l'action sur le microbiote, l'action sur l'immunité, va aboutir secondairement au développement de la complication? Ou est-ce que finalement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et que le problématique n'est pas le virus qu'on découvre, mais tout le microbiote respiratoire, et que c'est ce microbiote respiratoire qui va être prédictif ou en tout cas agir dans la physiopathologie de ces bronchiolites oblitérantes. La suivante. Le microbiote, sur le plan de l'allogreffe, c'est pas très très vieux, mais ce qui est beaucoup plus ancien, c'est l'étude du microbiote digestif. Et là, pour le coup, il y a énormément de papiers là-dessus. Microbiote, enfin, dysbiose et allogreffe, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, il est démontré déjà que d'avoir
une richesse et une diversité moindre, c'est associé à une moins bonne survie, c'est associé à plus de risques de GVH, et donc cette GVH est liée à plus de mortalité. Donc, microbiote digestif et survenue de GVH digestive, le lien est assez démontré. Il est d'autant plus démontré que maintenant, il y a des protocoles qui sont en cours de transplantation de microbiote fécal, tant en prophylaxie qu'en curatif, dans les GVH digestives. Pour ce qui est, c'est la prochaine. Pour ce qui est du microbiote respiratoire, on en est plus au paléolithique de ce microbiote. C'est celle d'après, s'il te plaît. Et voilà. Mais il y a déjà des données sur microbiote, dysbiose et pathologie respiratoire dans la BPCO, dans les mucoviscidoses, dans les DDB. Donc ça, il y a un petit sujet qui commence à monter sur microbiote et maladies respiratoires. La prochaine, par contre, chez l'allogreffe, on est encore plus loin puisqu'on a essentiellement des données précliniques où on voit que là, chez la souris, il y a une différence d'abondance au niveau de ce microbiote et une différence de diversité et de richesse, notamment au niveau du microbiote respiratoire des souris allogreffées comparativement aux souris contrôle. La prochaine, s'il te plaît. Si on prend chez l'homme, enfin chez l'être humain, dirons-nous, les seules données qu'on a sur le microbiote respiratoire, finalement, c'est des données de LBA qui ont été prélevées lors d'un épisode infectieux respiratoire. Et sur la partie gauche, ils ont comparé donc, le microbiote via le LBA chez des patients qui présentent une infection respiratoire post-allogreffe, des patients qui ont une pneumonie aiguë communautaire, mais chez un immunocompétent, et un lavage qui a été fait chez un patient qui est indemne de maladie infectieuse, mais je pense pas d'indemne de pathologie respiratoire. Eh ben, on voit que deux informations. La première, c'est que la diversité et la richesse et l'abondance en bactéries du microbiote est nettement diminuée chez l'allogreffé et la diversité et la richesse sont également diminuées chez l'allogreffé. Cette autre étude qui a à peu près le même design sur DLBA prélevés lors d'épisodes infectieux chez des allogreffés, ils ont fait une analyse en clusters et ils ont découvert 4 clusters. Pour faire simple, le cluster 1, qui est celui qui a la meilleure survie, c'est ceux qui ont été le moins exposés aux antibiotiques, qui ont une richesse et une diversité supérieure du microbiote. Le cluster 4, qui a la moins bonne survie, c'est celle qui a été exposée le plus aux antibiotiques et qui a une diversité et une richesse moindre. Donc clairement, il y a probablement un sujet microbiote, mortalité chez l'allogreffé. La prochaine. Et donc finalement, la question, c'est de se dire, est-ce que le microbiote respiratoire, dans sa composition, dans sa diversité, dans sa richesse, dans son évolution, peut être associé à la survenue des complications pulmonaires post-allogreffe, tout ça médié par l'immunité du donneur. Et finalement, on pourra se poser la question de la place des infections virales respiratoires intercurrentes sur l'évolution de tout ça. Et donc, la problématique, c'était déjà d'excrire le microbiote respiratoire chez l'allogreffé. Est-ce qu'on peut s'en servir comme biomarqueur pronostic de survenue des complications pulmonaires non infectieuses et avoir déjà une première idée des mécanismes physiopathologiques? Et pour ça, j'allais dire, j'ai deux armes. La première, c'est qu'on est en train de reprendre rétrospectivement les 10 dernières années d'allogreffe et regarder justement ce qui se passe quand ils font une infection respiratoire virale. Et donc le projet Virémique que je vais vous présenter juste après. La suivante. Donc, c'est une étude prospective multicentrique qui inclut les 4 CHU du G4, donc, qui sont partenaires de la FHU Respire, une recherche interventionnelle à risque contrainte minime qui va inclure les patients adultes qui sont prévus pour une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, quelle que soit l'hémopathie, les traitements antérieurs, le conditionnement, le type de greffe ou le type de greffon. Il n'y a pas vraiment de critères de non-inclusion, le refus du patient bien sûr, et éventuellement s'il avait une contre-indication anatomique à la réalisation de l'écouvillonnage nasal. C'est période d'inclusion de 2 ans pour permettre d'avoir le N suffisant et durée de suivi de 2 ans, parce que comme je vous l'ai dit, il y a la période à risque de survenue des complications pulmonaires étant de 2 ans. Je voulais couvrir cette période-là. La suivante. L'objectif principal, ça va être de comparer la composition du microbiote pré-greffe à la survenue d'événements respiratoires. En gros, la question, c'est est-ce que tout est joué d'avance et ça va se développer après, et plusieurs objectifs secondaires, notamment est-ce que le microbiote post-allogreffe ou l'évolution du microbiote post-allogreffe peut être associé à la survenue d'événements respiratoires, mais également de GVH. Est-ce que ça peut être associé à la rechute hématologique? Est-ce que ça peut être associé aux épisodes infectieux? Est-ce qu'il y a des différences de ce microbiote en fonction de l'hémopathie, du type de conditionnement et du type de greffon?
Et puis voilà, la suivante. Pour ce faire, donc on va prélever par écouvillonnage nasopharyngé les patients. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi pas de LBA? Alors, en prospectif, c'est des allogreffés, mais qui se plaignent de pas grand-chose sur le plan respiratoire au départ. Donc, le LBA nous a semblé assez peu éthique chez ce sujet sain, entre guillemets, et donc ça nous a semblé un peu être un obstacle pour le CPP. L'écouvillonnage nasal, c'est quand même une facilité de réalisation et d'accès. C'est bien accepté par les patients et par les patients hématologiques, d'hématologie encore plus, puisque ça fait des années, bien avant le Covid, qu'ils prenaient des écouvillons pour rechercher les virus. Et puis maintenant, c'est une technique bien maîtrisée. La suivante. Et de toute façon, il y a plusieurs données qui montrent que le microbiote ORL et le microbiote pulmonaire sont assez identiques, tant en diversité, en abondance, tant en diversité qu'en richesse, qu'en composition. L'abondance est un petit peu différente, puisque il semble que l'abondance ORL soit supérieure à l'abondance pulmonaire. Probablement que c'est des problématiques de technique, puisque l'ORL est prélevé par écouvillon, le pulmonaire par lavage, et probablement il y a un petit effet dilution. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les papiers, il y a une relative équivalence entre les deux microbiotes. La suivante, nous, évalué 10 patients où on avait l'écouvillon en même temps qu'on avait le lavage, et effectivement, on a retrouvé la même chose, c'est-à-dire qu'en composition, en richesse ou en abondance, on est assez identique entre le nez et le poumon. La suivante. Donc, on va caractériser le microbiome respiratoire donc avant et après allogreffe donc par une approche métagénomique sans a priori. Et j'ai prévu aussi de faire une biobanque sanguine pour, à un moment donné, faire une approche transcriptomique de la réponse de l'hôte, ce qui peut être, je pense, intéressant à mettre en perspective du microbiote respiratoire et de son évolution. La suivante. Donc, plusieurs données vont être récupérées, épidémiologiques, liées à l'hémopathie, liées aux donneurs quand on les a, liées à la greffe, les données post-greffe en termes d'immunosuppression, de prophylaxie, d'épisodes infectieux, les données respiratoires, bien sûr, de toutes les EFR qui sont effectuées en routine. Donc, tout ça, c'est fait en routine. Les scanners qui sont faits également en routine. Et j'ai également prévu de récupérer, s'il y a des épisodes intercurrents qui nécessitent un écouvillonnage nasal ou un LBA, de récupérer ça, ce qui permettra de regarder les modifications éventuelles du microbiote au moment de l'épisode infectieux et les impacts que ça peut avoir sur la composition post-épisode infectieux. La suivante. Donc, ce qui permettra d'avoir finalement deux groupes, un groupe avec complications pulmonaires, un groupe sans complications pulmonaires, et comme ça, regarder un peu l'évolution, les compositions des microbiotes. Le N calculé par M. Parianti était de 160, avec un potentiel d'inclusion par centre qui était de 50 à Amiens, 50 à Caen, 100 à Lille, 50 à Rouen. C'est les données de l'Agence de biomédecine sur les nombres de greffes par an. Donc, vous voyez, on dépasse largement. Et de toute façon, en prenant une certaine sécurité avec les décès, les suivis, ça veut dire que même si je n'avais que 40% de patients inclus, je suis bien au-dessus des 160 patients. Donc, je suis assez confiant là-dessus, en sachant qu'en plus, les patients d'hématologie, c'est des patients qui sont relativement enclins à inclure dans ce type de protocole, surtout quand ils ne sont pas très interventionnels. Donc, non, a priori, je ne suis pas trop inquiet sur la capacité d'inclusion. La suivante. Ça, c'est le schéma de l'étude, donc visite d'inclusion. Ils auront un prélèvement toutes les semaines, puisqu'au départ, ils viennent toutes les semaines. Donc, puis tous les mois, ça nous fera une grosse biobanque. Il est bien évident que sur le plan économique, on va pas pouvoir tester tout ça, mais on a prévu de faire des tests à pré-greffe 6 mois et 18 mois pour avoir 3 checkpoints comme ça sur des temps clés, j'allais dire avant le risque, le surrisque et plutôt vers la fin du risque. Et donc l'étude s'arrêtera à V12 qui est M24. La suivante. Donc pour l'instant, ce qui est du calendrier, donc l'avis du CPP, la commission a eu lieu la semaine dernière. Donc normalement, je dois avoir la réponse du CPP dans la semaine j'espère pouvoir ouvrir les centres dans les 3 mois qui viennent et avoir les premières inclusions début septembre, ce qui ferait une fin d'inclusion août 2029 avec août 2027 avec un fin de suivi août 2027. Ça devrait faire le support d'une thèse dont les demandes de financement sont en cours. La suivante. Et donc, pour conclure, donc l'idée, c'est de décrire le microbiote respiratoire dans cette population spécifique des allogreffés par une approche omique, en espérant obtenir possiblement un biomarqueur,
ce qui permettrait également de faire un suivi adapté au risque de survenue des complications pulmonaires. Aujourd'hui, tout le monde est suivi pareil. L'idée, ce serait de modifier éventuellement les recommandations adaptées au risque en fonction de ce microbiote et évoluer vers une personnalisation du suivi de ce risque et être une première étape dans la meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques des complications pulmonaires non infectieuses post-allogreffe. Et j'espère que ce sera la première saison d'une saison passionnante. Je crois que c'est la fin. Voilà. Bien. Je tenais à remercier tout le laboratoire de virologie et de dynamique cure du site de Caen qui m'a accueilli avec joie, avec Meriadeg avec qui je discute richement depuis 2 ans, l'ADRI pour leur accompagnement et les 4 services d'hématologie qui ont accepté d'inclure leurs patients. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a pris un peu de retard. Donc, on va passer sur un autre germe qui n'est pas non plus les plus sympathiques. Donc, Madame Mariano qui va nous parler des inhibiteurs du quorum sensing, du quorum sensing chez le Pseudomonas aeruginosa. Alors en fait, donc je suis Élodie Lehou parce que Mariano n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ses travaux de thèse que j'ai pu encadrer avec le professeur Pascal Sonnet, donc au laboratoire Agir à Amiens. Ces travaux de thèse portaient sur le développement d'inhibiteurs du quorum sensing à potentiel antivirulent chez Pseudomonas aeruginosa. Donc, selon une étude récente publiée dans The Lancet, cette étude estime à 4,7 millions le nombre de décès associés à l'antibiorésistance dans le monde en 2021. Et cette menace pour la santé publique mondiale pourrait être à l'origine de plus de 8 millions de décès en 2050. Le développement d'agents antivirulence constitue une stratégie thérapeutique innovante pour lutter contre l'antibiorésistance, puisque effectivement les antibiotiques conventionnels vont causer la mort des bactéries sensibles tout en exerçant une pression de sélection sur les souches résistantes, donc en faveur des souches résistantes qui vont se multiplier. Au contraire, des agents antivirulence pourraient augmenter la sensibilité des pathogènes tout en sans affecter leur croissance, ce qui fait qu'en les utilisant en monothérapie, ça permettrait de potentialiser la réponse immunitaire. Et s'ils étaient utilisés en bithérapie, ils pourraient permettre de restaurer l'efficacité d'antibiotiques classiques en entravant notamment la constitution de biofilms qui fournissent une barrière protectrice à ces bactéries. Dans ce contexte, les infections à Pseudomonas aeruginosa constituent une problématique thérapeutique majeure puisqu'il s'agit donc d'une bactérie à gram négatif qui va être à l'origine de nombreuses infections respiratoires, nosocomiales, opportunistes et surtout retrouvées chez les patients atteints de mucoviscidose. L'arsenal de pathogénicité de ce bacille pyocyanique est largement renforcé par la constitution de biofilms. Donc il s'agit de regroupements de bactéries sessiles qui vont être enchâssées dans une matrice extracellulaire et cette matrice va pouvoir adhérer à des surfaces. Ces biofilms vont grâce à cette barrière protectrice, favoriser les interactions intra-interespèces, mais également favoriser la persistance bactérienne en inactivant le système immunitaire et également l'antibiotolérance. La formation de biofilms et la sécrétion de facteurs de virulence tels que la pyocyanine est en fait régulée par tous les systèmes de communication bactériens qui vont être désignés sous le terme de quorum sensing. Le quorum sensing repose sur la sécrétion et la perception de petites molécules de signal qu'on va appeler les auto-inducteurs. Et donc, lorsque la densité bactérienne est forte, on obtient donc une forte concentration en auto-inducteur qui va induire l'activation de facteurs de transcription spécifiques et donc stimuler l'expression génique des voies de virulence. Chez Pseudomonas aeruginosa, il existe 3 systèmes de quorum sensing. Tout d'abord, les systèmes LAS et RHL qui vont être communs avec d'autres pathogènes. Donc, les facteurs de transcription associés sont LAS-R et RHL-R qui vont être activés par les molécules de signal ODDHL et BHL.
Le système LAS va induire la sécrétion d'élastase, de lectine, d'exopolysaccharides et d'exotoxine A notamment. Et le système RHL va stimuler la sécrétion donc de rhamnolipides qui vont être des biosurfactants indispensables à la motilité en milieu semi-solide, donc le swarming. Et il existe un troisième système de communication chez ce pathogène qui est cette fois spécifique de l'espèce, donc avec donc le système PQS, avec la molécule de signal PQS qui active le facteur de transcription PQSR. Ce système va induire notamment donc la sécrétion de pyocyanine et être impliqué dans la formation de biofilms en coordination avec les systèmes LAS et RHL. Le quorum sensing constitue donc un réservoir riche de cibles pharmacologiques d'intérêt pour le développement d'agents antivirulence. Dans le cadre du développement d'inhibiteurs du quorum sensing en tant qu'agent antivirulence, plusieurs inhibiteurs de PQSR notamment ont été décrits dans la littérature et on s'est intéressé plus particulièrement à ceux qui peuvent posséder une structure biaromatique telle que cet hybride benzamide-benzimidazole M64. Au laboratoire Agir, nous avons pu donc développer une première famille d'agents antivirulence qui présentait une structure 2-hétéroaryl 4-quinolone et qui a permis de valoriser un premier hit, IQO1. Et c'est en fait par analogie structurale avec l'ensemble de ces inhibiteurs du quorum sensing, donc prometteurs, que nos travaux récents se sont donc orientés vers cette fois le développement de 2-hétéroaryl 4-aminoquinoléines. Ces hybrides, donc que j'ai nommés IAQ, présentent en fait des fonctions ionisables à pH physiologique, ce qui pourrait nous permettre de faciliter en fait le transport de cette molécule à travers l'enveloppe des bactéries à gram négatif par les porines. Concernant donc la synthèse des 2-hétéroaryl 4-aminoquinoléines, elle s'articule autour donc d'une étape clé de couplage palado-catalysé de Suzuki entre des syntons hétéroaromatiques, donc d'une part des 2-bromo-4-chloroquinoléines et d'autre part des esters hétéroaryl boroniques. Une fois obtenue cette plateforme de départ, donc 2-hétéroaryl 4-chloroquinoléines, celle-ci donc est engagée dans une réaction de substitution nucléophile aromatique et c'est cette réaction qui nous a permis d'introduire en position 4 donc de la quinoléine différents dérivés alkyldianine de longueur de chaîne variable grâce à donc un chauffage sous irradiation micro-ondes. Nous avons donc eu accès à cette première famille de dérivés attendus qui possèdent donc cette structure 2-hétéroaryl 4-aminoquinoléines avec donc une chaîne alkyldiamine et une amine libre en bout de chaîne. Donc il s'agit ici de la série A. Une série B a également pu être développée grâce à une N-substitution des dérivés 1A, 1A7, donc au niveau de leur fonction amine libre. Donc N-substitution permettant d'obtenir cette série B. Une évaluation des propriétés physico-chimiques des composés synthétisés a également pu être réalisée par des calculs in silico et des mesures expérimentales. Donc en fait, en complément des règles de Lipinski, les molécules à visée antibactérienne vont devoir aussi respecter ce qu'on appelle les règles NTR pour assurer notamment leur transport à travers l'enveloppe des bactéries à gram négatif. Dans ces règles NTR, on trouve 3 critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une amine, présence d'au moins une amine ionisable à pH physiologique, une faible globularité de la molécule et une faible flexibilité. Les valeurs de pKa calculées et mesurées donc pour nos hybrides IAQ ont permis de mettre en évidence 2 fonctions ionisables sur cette plateforme, donc l'azote de la quinoléine et pour la série A, donc la fonction amine en bout de chaîne. Ce qui constitue déjà un premier critère qui est respecté donc pour les règles NTR, malgré, comme on peut le voir ici, pour les composés 1A7 et 1B7, une flexibilité qui reste importante.
Par ailleurs, en fait, on a donc pu calculer donc les coefficients de partage de nos molécules qui apparaissaient assez élevés et donc signe d'un caractère lipophile marqué qui pourrait permettre de diffuser à travers donc les membranes biologiques. La détermination des concentrations minimales inhibitrices sur trois souches de référence de Pseudomonas aeruginosa a permis de montrer que nos molécules n'affectaient pas la croissance bactérienne donc sur ces trois souches, ce qui est ce que l'on attend donc pour des agents antivirulence. Et donc, on est passé à une étude de cytotoxicité sur une lignée humaine d'hépatocarcinome, donc HG2, qui a montré que les hybrides IAQ possédaient en fait donc des concentrations cytotoxiques 50 comparables aux agents antivirulence de référence que l'on a sélectionnés. Donc CC50 pour N64 notamment de 58 micromolaires. Les composés de la série B apparaissent moins cytotoxiques que ceux de la série A, comme on peut le voir par exemple entre ce composé 1B7 qui présente une CC50 de 82 micromolaires par rapport à son analogue en série A, donc avec une CC50 de 39 micromolaires. Ces hybrides IAQ ont ensuite fait l'objet donc d'une évaluation antivirulence en commençant par utiliser donc une coloration du biofilm formé au cristal violet, ce qui a permis donc après un dosage par spectrométrie UV visible de mettre en évidence des propriétés antibiofilms très intéressantes donc des hybrides IAQ. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est par rapport donc au contrôle qui est en gris, une nette diminution de la production de biofilms en présence de nos hybrides, et notamment des composés 1A7 et 1B7, et une nette diminution par rapport à qui est bien plus importante que ce qu'on obtient avec les agents antivirulence de référence, donc M64 et IQO1. Si on compare ensuite donc les hybrides IAQ entre eux, on voit que les analogues à longue chaîne alkyldiamine, que sont 1A7 et 1B7, vont être les plus actifs comparés à leurs analogues 1A4 et 1B4. Donc ces composés à longue chaîne alkyldiamine ont été particulièrement valorisés avec une inhibition donc de la formation de biofilm de 43% à 50 micromolaires pour un A7 et 61% à 50 micromolaires pour un B7. Nous sommes ensuite passés à une évaluation de leur activité antipyocyanine grâce à un dosage du pigment redox par spectrométrie UV visible après extraction donc à l'aide de chloroforme et en milieu acide. Et nous avons obtenu donc toujours par rapport au contrôle en gris donc une diminution intéressante donc de la sécrétion de pyocyanine. Alors les résultats étaient bien meilleurs que pour nos hybrides IAQ, donc que pour le premier HIT IQO1, mais par contre étaient inférieurs à l'autre agent antivirulence de référence M64. Ce sont toujours les deux molécules à longue chaîne alkyldiamine qui présentent les meilleurs résultats, avec 42% d'inhibition à 50 micromolaires pour un A7 et 63% d'inhibition à 25 micromolaires pour un B7. Pour compléter cette étude antivirulence, l'activité antimotilité donc des composés qui sont devenus HIT a été évaluée en privilégiant une étude de la motilité en milieu semi-solide, donc le swarming, qui est davantage associé à l'établissement de biofilms. Donc, comme on peut le voir sur cette photo, en présence de nos deux composés d'intérêt, on voit un diamètre d'expansion de la souche PaO1 bien plus réduit que pour ce qu'on observe donc avec le contrôle et les agents antivirulence de référence. Et ainsi, notamment, le composé 1B7 s'est montré particulièrement efficace puisqu'il inhibe 100% de la motilité bactérienne des 10 micromolaires. Pour le composé A7, on a une totale inhibition de la motilité de type swarming, donc à 25 micromolaires. En résumé, nous avons pu mettre en évidence donc deux
agents antivirulence HIT, un A7 et un B7, avec des propriétés antipyocyanines et antibiofilms très prometteuses, qui sont plutôt associées a priori à une inhibition du système PQS. Toutefois, le fait d'avoir obtenu une activité anti-swarming très élevée avec nos composés nous a conduit à émettre l'hypothèse donc d'une deuxième cible pharmacologique au sein du quorum sensing, qui serait donc plus précisément le système RHM. Et donc, pour finir, nous avons étudié donc le mécanisme d'action anti-quorum sensing de nos composés grâce à des analyses métabolomiques ciblées qui ont été menées en collaboration avec l'IRBA. Et il s'agissait donc de réaliser un dosage par UPLC HRMS des molécules de signal dans des surnagents de culture. Ainsi, l'activité anti-PQS de nos composés 1A7 et 1B7 à 50 micromolaires a été révélée très intéressante, c'est-à-dire ils inhibent la sécrétion de PQS à hauteur de 54% et 81% respectivement, donc bien mieux que ce qui était possible avec le composé IQO1, mais toujours un peu moins bon que pour l'inhibiteur de PQSR de référence, donc N64. Par contre, on observe également une diminution intéressante de la sécrétion de BHL, qui est donc la molécule de signal associée au système RHL, et dans une moindre mesure également une inhibition, donc par rapport au contrôle qui est ici, une inhibition de la sécrétion de la molécule de signal ODDHL associée au système LAS. Ces résultats corroborent en fait les propriétés antivirulence que je vous ai exposées précédemment, et donc ils permettent de valider le mécanisme d'action anti-quorum sensing de nos composés en tant que donc pan inhibiteur du quorum sensing. Donc, pour conclure, 14 hybrides, 4 aminoquinoléines biaromatiques ont été synthétisés donc, dans la famille que je vous ai présentée aujourd'hui. D'un point de vue physico-chimique, la présence déterminante de fonctions ionisables à pH physiologique apparaît comme une optimisation clé. Donc toujours pour le transport, donc à travers la membrane externe des bactéries gram-négatifs par les porines. Nous avons donc pu mettre en évidence un nouveau pharmacophore antivirulence de structure 2 hétéroaryle 4 aminoquinoléines avec deux composés HIT qui présentent donc des activités anti-biofilm, anti-pyocyanine, anti-swarming et même anti-quorum sensing très prometteuses au regard notamment de ce qu'on obtient avec le composé de référence M64. Plusieurs perspectives sont envisagées et même les travaux sont en cours pour approfondir notamment l'étude du mécanisme d'action, essentiellement grâce à un suivi de l'expression génique des voies du quorum sensing ou de virulence par QRT-PCR. Puis, nous souhaitons étendre les travaux de pharmacomodulation sur la plateforme de hétéroaryle 4 aminoquinoléines pour pouvoir améliorer son profil biopharmaceutique et son index de sélectivité. Et enfin, nous souhaitons donc pouvoir valider en fait la stratégie antivirulence de restauration de l'efficacité d'antibiotiques sur des biofilms préformés, soit donc par sensibilisation préalable par l'agent antivirulence, soit par fragilisation concomitante du biofilm, et ce grâce à une étude de synergie d'action, donc agent antivirulence antibiotique antibiofilm. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant. Moi, je m'interroge toujours sur la voie d'administration et on n'en est pas là. Euh, on va donc continuer sur des bactéries pas très sympathiques. Donc, le développement d'un modèle d'infection intramacrophagique à Mycobacterium abscessus, également d'Amiens par monsieur Valentin Legrand. Ok, alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Valentin Legrand, je suis interne en biologie médicale et actuellement inscrit en Master 2 biologie santé à Amiens. Et donc je vais vous présenter mes travaux de recherche réalisés au sein du laboratoire AGIR, qui consistent en le développement d'un modèle d'infection intramacrophagique à Mycobacterium abscessus.
Donc, Mycobacterium abscessus, subespèce abscessus, est l'une des espèces de mycobactéries non tuberculeuses les plus isolées en clinique. Elle est principalement responsable d'infections respiratoires chez les patients déjà atteints de comorbidités chroniques, comme la BPCO, la mucoviscidose. Elle possède une résistance intrinsèque à de nombreux antibiotiques et a surtout la capacité d'acquérir de multiples mécanismes de résistance qui en font une difficulté pour le traitement. Le traitement actuel repose sur la combinaison d'un macrolide, d'un aminoside et d'une bêta-lactamine pendant plusieurs mois. Et donc, les objectifs de mes travaux étaient d'abord de développer un modèle d'infection intramacrophagique à Mycobacterium abscessus sous ces deux morphologies, lisse et rugueuse. Deuxièmement, c'était de quantifier l'infection par deux approches, comme je vous présenterai donc l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Et enfin, par la suite, de tester la potentielle activité antimycobactérienne de molécules commerciales, mais aussi de nouvelles molécules synthétisées au sein du laboratoire AGI. Donc, la première étape de ce travail consistait en la transformation de la souche Mycobacterium abscessus subespèce abscessus DSM 44196 sous ces deux morphotypes, lisse et rugueux, avec un plasmide PTEC 15 qui contenait la cassette M-wasabi, donc par électroporation, afin de transformer les bactéries et qu'elles soient fluorescentes dans le verre. En clair, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en contact le plasmide avec une solution dense de bactéries compétentes qu'on a électroporée. Et ensuite, on a repris donc 10 microlitres qu'on a mis en culture sur gélose sélective, donc la gélose 7H10 plus hygromycine, en aérobiose à 37 degrés pendant une semaine. Et donc, au bout d'une semaine, on avait les bactéries qui apparaissaient vertes sur la gélose. La deuxième étape était la différenciation de notre lignée cellulaire, donc la lignée THP1 ATCC type 202. Le but était donc de la différencier en macrophage M0. On a caractérisé les stades de différenciation par cytométrie en flux en utilisant un panel de 4 anticorps, l'anti-CD11B, l'anti-CD14, l'anti-CD64 et l'anti-CD16. Donc, à savoir que la lignée THP1 peut être activée en THP1 activé donc par la vitamine D pendant 72 heures, mais surtout, elle peut être différenciée en macrophage M0 adhérent avec une expression variable des 4 marqueurs via la PMA, donc la Forbol 12 myristate 13 acétate pendant 72 heures. Et enfin, la dernière étape était l'infection des macrophages M0 adhérents bien caractérisés en cytométrie en flux par la souche qui avait été transformée au préalable avec le PTEC 15, et ça à différentes MOI. Donc les MOI, c'est les Multiplicity of Infection, c'est un nombre de bactéries donné pour un nombre de cellules infectées. Donc en clair, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des plaques avec nos THP1 non différenciés, qu'on a fait différencier avec la PMA pendant 72 heures, et ensuite on les a infectés avec différentes doses de bactéries, donc différentes MOI. On a utilisé les MOI 1, 2, 5, 5 et 10. Donc pour exemple, la MOI 10 correspond à 10 bactéries pour une cellule à infecter. On a infecté pendant 48 heures, et ensuite on a lu en microscopie à fluorescence et en confocale. Donc, l'objectif primaire, je vous le rappelle, c'était de développer un modèle d'infection intramacrophagique à Mycobacterium abscessus. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est le panel THP1 non adhérent. Donc, c'est vérifier que notre lignée était bien transformée en macrophage. Donc, premièrement, on a posé nos contrôles positifs et négatifs avec les FMO. Chez la population non induite, donc c'est la population avec la lignée cellulaire THP1 normale, on a une forte expression du CD64, mais une faible expression du CD14 et du CD11B. Quand on utilise de la vitamine D, on a toujours une forte expression du CD64, mais là, on a une augmentation de l'expression du CD11B et du CD14. Et enfin, en utilisant la PMA, donc qui nous permet de différencier notre lignée en macrophage M0, on remarque qu'on a bien une diminution du CD64 et une augmentation du CD11B et du CD14. Donc ces résultats nous permettent de confirmer que notre lignée est bien différenciée en macrophage M0 et que ces résultats sont conformes avec la littérature scientifique. La deuxième étape, donc, c'est les résultats en microscopie à fluorescence. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est la phalloïdine pour marquer les cytoplasmes des cellules. Donc, c'est un marqueur vraiment de compartimentalisation cellulaire. On a utilisé le DAPI donc, pour marquer les noyaux. Nos bactéries qui fluoresçaient dans le verre à l'aide du PTEC 15. Et enfin, donc là, c'est le MERGE, donc c'est l'association des 3 chaînes. Donc, je vous ai fait un zoom sur le MERGE ici. Donc là, c'est une MOI 10, donc c'est-à-dire qu'on a inséré 10 bactéries pour une cellule infectée avec le morphotype lisse, puisque je vous rappelle, Mycobacterium abscessus possède 2 morphotypes, donc lisse et rugueux. Et donc, ce qu'on remarque, donc ce que je vous ai mis en carré rouge, c'est ce qu'on attendait de voir. En fait, c'est une infection à l'intérieur des macrophages. On peut remarquer qu'il y a des fois plusieurs bactéries au sein d'un macrophage. Et donc là, de premier abord, sur l'image, on peut remarquer que la quantité d'infection est importante.
quand on regarde une MOI, donc pareil, morphotype lisse, mais là une MOI 5, donc à moitié moins d'infections, on marque donc que les résultats sont cohérents et que nos résultats confirment que moins on met de bactéries, moins on a d'infections. Autre fait, donc là, c'est le morphotype rugueux. Il est décrit dans la littérature qu'il est résistant à la phagocytose parce qu'il a tendance à former des cordes bactériennes. Donc, ça va vraiment être un amas de bactéries entre elles qui vont entraîner une résistance à la phagocytose. Et donc, pour une même MOI, donc une MOI de 10, on a là sur à peu près 150 cellules, trois cellules infectées. Donc, l'objectif secondaire, c'est donc de quantifier cette infection par deux approches, immunofluorescence et cytométrie en flux. Donc là, je vous ai remis l'exemple de la MOI10 en bas avec les 4 channels. Et donc, en fait, pour quantifier l'infection, on a utilisé en fait un logiciel de deep learning. C'est basé sur l'intelligence artificielle qui possède plusieurs algorithmes. L'algorithme STARDIST qui permet de quantifier le nombre de noyaux. L'algorithme CellPost qui, lui, va quantifier le nombre de cytoplasmes viables. On a aussi un logiciel qui permet de détecter la fluorescence verte, donc qui va détecter les bactéries. Et donc, au niveau des cellules infectées, on a la superposition des 3 channels. Et donc, les cellules qui apparaissent en gris, ce sont des cellules non infectées. Les cellules qui apparaissent en vert, ce sont des cellules mono-infectées, donc infectées par une seule bactérie. Et les cellules qui apparaissent en orange, ce sont des cellules qui sont infectées par deux ou plus de 2 bactéries. Et donc, l'idée ensuite, c'est de quantifier cette infection. Le logiciel nous permet de quantifier le nombre de cellules infectées pour un nombre de cellules. Donc, au niveau de nos résultats, c'est des résultats pour le moment bruts, parce qu'on est toujours en étude de reproductibilité. Mais ce qu'on remarque, c'est que les résultats donnent tendance à avoir une proportionnalité en fonction de la MOI utilisée. Donc, pour une MOI 1, on est à peu près à 3% d'infection. Pour une MOI 2,5, on est à peu près à 7%. Pour une MOI 5, on est à 12-13%. Et pour une MOI 10, on est à peu près à 19%. L'idée, c'est de voir aussi comment on peut quantifier en cytométrie en flux. Et donc, on a réalisé cette quantification en regardant pareil avec les mêmes MOI, donc 1, 2, 5, 5, 10. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en cytométrie en flux, donc grâce à la fluorescence verte qui est détectable en cytométrie en flux, on peut remarquer que pour une MOI de 1, on est à peu près aussi à 3%. Pour une MOI de 2,5, on est à 7,19%. Pour une MOI 5, on est à 12,8%. Et enfin, pour une MOI 10, on est à peu près à 19%. Et ces résultats sont significatifs à partir de la MOI 2,5, où on a vraiment une différence significative entre les pourcentages d'infection. Et l'objectif tertiaire, c'est donc d'évaluer l'activité antibiotique intracellulaire de molécules commerciales. Donc nous, là, pour commencer, on a utilisé la tigecycline pour voir si elle permettait une réduction de l'infection dans nos macrophages M0 infectés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait le même protocole avec l'infection, la différenciation, sauf qu'on a aussi rajouté à ce moment-là de la tigecycline, donc qui a pénétrance intracellulaire. C'est un traitement de deuxième intention dans les infections à Mycobacterium abscessus. Et pareil, ce sont seulement des résultats bruts. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on aurait une tendance à une diminution drastique de l'infection. Je prends par exemple là sur la cytométrie l'exemple de la MOI 10, où on passe d'une infection à 26,7% à, après application de la tigecycline, une infection à 11,3%. Autre fait, on peut aussi comparer la diminution de la MFI, donc la Mean Fluorescence Intensity, qui correspond en fait à un pourcentage moyen de fluorescence par cellule, donc qui est le reflet direct du nombre de bactéries dans une cellule. Et donc, si on regarde la MOI 10, on passe d'une MFI à 2 500 000 à une MFI à 500 000. Donc, on divise à peu près par 5 la quantité de bactéries au sein d'une cellule. Donc, pour conclure, le développement de ce modèle d'infection intramacrophagique à Mycobacterium abscessus est une étape importante dans l'étude des interactions hôtes pathogènes. Nos résultats préliminaires mettent en évidence la capacité de Mycobacterium abscessus à infecter les macrophages, soulignant ainsi son potentiel pathogène et surtout sa résistance aux mécanismes de défense immunitaire. L'objectif innovant de ce travail, c'est vraiment de quantifier cette infection par Mycobacterium abscessus par immunofluorescence, mais surtout par cytométrie en flux, qui n'a jamais été réalisé dans la littérature scientifique. Et la mise au point de ce modèle permettrait dans le futur le screening de molécules commerciales qu'on connaît déjà, mais aussi de tester de nouvelles molécules synthétisées au sein du laboratoire. Voilà. Merci pour votre attention. Ok, eh bien il est 11 heures, donc pour pas prendre de retard, je vous propose de commencer. Donc on a le plaisir d'écouter Emmanuel Dubost qui va nous faire un retour d'expérience scannée sur l'imagerie IRM au xénon hyperpolarisé.
Merci. Vous m'entendez? Oui, parfait. Et oui, Super. vous avez donc une bonne dizaine de minutes, mais pour laisser le temps un peu aux questions, D'accord. voilà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuelle Dubos, je suis maître de conférence en chimie organique à l'Université de Caen. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un peu le savoir-faire canet en termes de développement d'outils diagnostiques et en particulier pour ce qui concerne le développement de l'imagerie IRM au xénon hyperpolarisé. Donc, j'appartiens au Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie, qui est historiquement un laboratoire de chimie thérapeutique. Et j'appartiens plus particulièrement au groupe méthodologie de synthèse et radiochimie, qui a été créé en 2016 et dont les compétences s'appuient sur les compétences historiques du laboratoire en termes de synthèse organique euh, et de chimie hétérocyclique. Pardon. Donc actuellement, notre groupe comprend un certain nombre de personnels permanents, donc 2 professeurs, 2 maîtres de conférences, un ingénieur de recherche et un assistant ingénieur. On a également, depuis très récemment, 2 membres associés qui sont les 2 radiopharmaciens du centre François Baclès. Et puis, on a actuellement 2 doctorants, 3 postdoctorants, 2 assistants ingénieurs et un étudiant en M2 au sein de notre groupe. Donc, notre groupe s'intéresse essentiellement au développement d'outils chimiques pour la theranostique et l'imagerie. Donc, comme je vous le disais, nos expertises se basent sur les compétences historiques du laboratoire en termes de synthèse organique, de chimie aromatique et hétérocyclique et de chimie organométallique. Depuis 2016, nous avons développé des compétences plus particulières en radiochimie et plus précisément en radiochimie de l'iode. Donc, nous pouvons réaliser du développement de radiosynthèse ou du développement de radiotraceurs radiomarqués avec tous les isotopes de l'iode qui sont utilisables en médecine nucléaire, donc à savoir l'iode 123, 124, 125 et l'iode 131. Et puis, nous pouvons également développer ce genre de méthodologie avec d'autres radioéléments, donc essentiellement le fluor 18, le tritium, le carbone 11, le carbone 14 et l'astate 211, grâce à un réseau de collaboration en local, donc à Caen, en national ou à l'international, sachant que tous les composés que nous pouvons développer, nous pouvons ensuite les utiliser grâce à des collaborations avec le CHU de Caen, grâce à une collaboration avec la plateforme Imogère, qui est une plateforme universitaire caennaise qui nous permet de manipuler et d'utiliser des radioéléments. Et puis grâce aussi à la plateforme d'imagerie biomédicale Cicéron, qui est juste à côté de notre laboratoire. En plus de ces compétences, et plus récemment, nous avons également développé de nouvelles compétences en chimie supramoléculaire, et en particulier dans le cadre de développement de nouvelles molécules de type cyclotrivératrilène ou tryptophane. Je vais vous en parler juste après. Et donc ces composés-là sont particulièrement intéressants pour développer des outils diagnostiques pour l'imagerie IRM au xénon hyperpolarisé. Donc le xénon, c'est un gaz qui est non toxique, qui est inerte, qui est facilement délivrable par inhalation ou par injection et qui peut être utilisé à l'hôpital déjà comme anesthésiant. Puisque le noyau du xénon est particulièrement sensible à son environnement, lorsqu'il est hyperpolarisé, on va pouvoir l'utiliser comme agent de contraste en IRM. Donc l'hyperpolarisation, c'est une technique physique qui est réalisée par pompage optique et donc qui nécessite l'utilisation d'un polarisateur. Donc ici sur la slide, je vous ai mis une photo de 2 polarisateurs qui sont disponibles commercialement. Mais on peut aussi utiliser un polarisateur homemade, comme c'est le cas dans notre cas. Et donc lorsqu'on hyperpolarise le xénon, on va pouvoir obtenir un réel gain en termes de sensibilité de détection. À titre d'exemple, je vous ai illustré ici le signal qu'on obtient en RMN pour une même quantité de gaz xénon lorsqu'il est utilisé sans hyperpolarisation ou après hyperpolarisation. Vous voyez que le signal sur bruit est bien meilleur et puis le temps d'acquisition est aussi fortement raccourci. Donc la technique d'IRM
au xénon hyperpolarisé, elle est utilisée en clinique déjà dans plusieurs pays du monde, notamment au Canada et en Angleterre, pour réaliser de l'imagerie des fonctions et des structures pulmonaires, puisque c'est finalement l'organe le plus facile à imager. On fait respirer du xénon hyperpolarisé à un patient, et puis on image directement le xénon qui se retrouve dans le poumon. Donc cette technique, elle est utilisée en clinique dans différentes pathologies. C'est quand même une technique qui reste relativement récente, qui est développée depuis une petite dizaine d'années, et qui connaît actuellement une expansion plus rapide, puisque en 2023, la FDA a autorisé son utilisation, donc via l'autorisation donnée à Xenoview, qui est globalement le xénon hyperpolarisé, polarisé grâce au polarisateur de Polarian, qui est un des principaux acteurs du marché. Et donc actuellement, le xénon hyperpolarisé est aussi déployé au niveau américain. Donc, en ce qui concerne les études précliniques, il y a quelques études qui sont sorties dans la littérature ces 10 dernières années concernant l'utilisation de xénon hyperpolarisé pour imager le cerveau et les fonctions rénales, puisque finalement le xénon hyperpolarisé peut être solubilisé dans le sang. Donc une fois qu'on l'a respiré, il passe dans la circulation sanguine et on peut l'utiliser pour aller imager les organes qui sont directement perfusés. Mais globalement, le xénon n'a pas de cible biologique particulière. Et donc, si on veut pouvoir développer de l'imagerie pour d'autres pathologies, pour d'autres organes, il va falloir utiliser en complément du xénon hyperpolarisé des biosondes. Donc, il y a de nombreux exemples dans la littérature de biosondes qui sont utilisées principalement in vitro et qui sont toutes décrites sur le même schéma général, c'est-à-dire qu'on va développer une biosonde avec une partie de la biosonde qui est une molécule hôte qui va être capable d'encapsuler de façon transitoire le xénon hyperpolarisé, relié à un linker, à une cible spécifique, à un ligand spécifique qui va pouvoir aller relier une cible biologique particulière. Et donc, dans 98% des cas, la molécule hôte que l'on utilise pour développer cette biosonde, ça va être une molécule de tryptophane. Donc, je vous ai représenté 2 tryptophanes ici sur la slide. Pardon. Donc, une molécule de tryptophane, c'est une molécule organique en forme de boule qui a une cavité hydrophobe interne qui est particulièrement bien designée pour encapsuler un atome de xénon. Et donc, c'est ce genre de structure qu'on va utiliser pour pouvoir développer des biosondes. À l'heure actuelle, à Caen, nous avons pu établir un consortium de 3 laboratoires cannés qui travaillent tous ensemble pour pouvoir emmener ce genre de biosonde jusqu'à la preuve de concept in vivo en imagerie IRM. Donc, le premier laboratoire à collaborer, c'est le CERN, qui vise donc à concevoir des outils d'imagerie innovants à base de tryptophane, puisque nous possédons une expertise forte dans la synthèse de ce genre de composés. Et puis, nous avons également développé une expertise dans leur formulation pour pouvoir améliorer leur injection, leur biocompatibilité, leur biodisponibilité. Le deuxième laboratoire à interagir dans ce consortium, c'est le laboratoire de catalyse et spectrochimie de Caen, donc qui nous aide dans la validation in vitro en RMN de nos outils diagnostiques. Ils sont également experts dans la production et l'utilisation de xénon hyperpolarisé, donc ils nous aident beaucoup sur ce volet. Et notamment, ils ont pu développer un polarisateur OMED, donc c'est un polarisateur fait maison qu'on utilise ici, qui est monté sur roulette et qui nous permet de déplacer le polarisateur au gré de nos besoins, soit au LCS pour faire des études in vitro, soit à Cicéron, donc la plateforme d'imagerie sur laquelle on travaille, au pied de l'IRM pour pouvoir faire nos essais d'imagerie. Et puis enfin, le troisième laboratoire qui participe dans ce consortium, c'est le laboratoire FIND, donc, qui est un laboratoire plutôt de biologie, de neurobiologie, et qui est expert aussi en imagerie de l'inflammation. C'est un laboratoire qui est hébergé par la plateforme Cicéron et donc qui nous permet de faire nos essais d'imagerie IRM
avec du xénon hyperpolarisé in vivo en utilisant nos outils. Donc à l'heure actuelle, nous sommes financés dans le cadre d'un projet maturation par Normandie Valorisation. Globalement, c'est un consortium qu'on a monté en 2019 et qui est financé depuis 2019, donc d'abord par la région Normandie, puis par Normandie Valorisation. Actuellement, nous sommes à la recherche de nouvelles collaborations pour développer d'autres outils dans le même style pour des applications différentes. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on va passer à la présentation suivante je vous en prie, de Nefer Candace Dossou, qui va nous parler donc du virus respiratoire syncytial chez les personnes âgées. On va commencer. Donc déjà, je remercie le comité de la FHU de me permettre de présenter ce travail de recherche qui porte sur l'étude VRS 60, qui est une étude qui a été menée chez les sujets adultes âgés de plus de 60 ans infectés par le VRS dans 4 centres hospitaliers, donc au CHU d'Amiens, de Caen, de Lille et de Rouen. Donc, avant de commencer, je vais faire un bref rappel sur le VRS, donc le virus respiratoire syncytial, que vous connaissez tous plus ou moins, je pense, qui est un pneumoviridé responsable d'infections respiratoires aiguës et pour lequel le fardeau dans la population pédiatrique commence à être assez bien connu. Donc là, j'ai mis quelques données d'une étude du Lancet publiée en 2017 qui montrait que dans le monde, on estimait qu'il y avait environ 33 millions d'infections des voies respiratoires inférieures dans la population pédiatrique chaque année, associées à peu près plus de 100 000 décès de nourrissons chaque année. Pour pallier à ça, différentes stratégies de prévention ciblant cette population sont mises en place à base d'anticorps monoclonaux ou de vaccins, mais je ne vais pas épiloguer parce que ce n'est pas le sujet ici. En revanche, pour ce qui est de la population adulte, âgée, les données sont encore assez incomplètes et sont encore à investiguer. Donc là, je vous ai sorti la première étude qui a été faite chez les personnes âgées de plus de 65 ans infectées par le VRS, publiée dans le New England en 2005, qui montrait qu'en fait, parmi la population hospitalisée de seniors, entre 3 et 7% étaient infectés par le VRS chaque année et que c'était associé à un nombre d'hospitalisations et de décès important et aussi conséquent que, par exemple, le nombre d'hospitalisations et de décès liés au virus grippaux. Par la suite, plus récemment, en 2021, il y a une étude américaine prospective multicentrique qui a essayé de comparer en fait le fardeau en termes de consommation de ressources médicales chez les adultes hospitalisés pour VRS ou métapneumovirus comparativement à ceux hospitalisés pour la grippe. Et cette étude-là avait montré qu'effectivement, les patients qui étaient infectés par un VRS ou un métapneumovirus avaient une consommation de ressources médicales plus importante que ceux infectés par le virus de la grippe. À savoir, en termes de durée de séjour, on avait des durées de séjour bien plus importantes pour les patients infectés par le VRS ou le métapneumovirus. Et on avait également une consommation, en tout cas une mise sous oxygénothérapie, plus importante pour ces patients-ci. Donc, c'est la première étude qui a montré qu'en fait, il serait intéressant de s'intéresser au fardeau du VRS chez les adultes, notamment parce qu'ils peuvent être plus importants que celui connu pour le virus influenza. Et enfin, pour ce qui est des données françaises, plus récemment, donc là, une étude qui a été publiée en 2024, menée par Paul Loubet, qui est la première étude française qui porte sur les hospitalisations liées au VRS chez l'adulte. Elle est rétrospective et elle se base sur des données PMSI. Donc des données PMSI, c'est quoi? C'est des données qui se basent sur un programme de médicalisation, des données standardisées en fait d'hospitalisation, qui est une base qui regroupe des données qui sont surtout codées à visée, on va dire, administrative et économique, mais qui regroupe quand même des informations importantes, à savoir sur le diagnostic principal donné à ces patients-ci, mais également la durée d'hospitalisation de ces patients-ci.
Et donc, dans le cadre de cette étude, ils avaient également effectivement montré qu'on avait un fardeau quand même assez important du VRS et que cette population, notamment âgée, mériterait euh, de bénéficier de campagnes de prévention. Plus récemment, on a 3 vaccins qui ont été développés par différents laboratoires. On a d'abord un premier vaccin qui est le vaccin RSV, développé par GSK, qui est un vaccin recombinant avec adjuvant monovalent qui va cibler la protéine F en format préfusion du VRSA. On a également le vaccin Abrysvo, pareil, qui est également un vaccin recombinant avec adjuvant qui cible l'antigène F en format préfusion, mais lui qui est bivalent, qui va cibler à la fois VRSA et VRSB. Et enfin, plus récemment, il y a Moderna qui a développé un vaccin à ARN messager, simple brin, dirigé contre une souche de VRSA. Et donc, ces 3 vaccins sont depuis octobre 2024 recommandés en France pour prévenir les infections sévères et les hospitalisations liées au VRS dans la population âgée. Donc, il y a 2 recommandations vaccinales, une recommandation pour tous les adultes de plus de 75 ans et également une recommandation pour les 75-74 ans qui seraient considérés comme étant à risque d'infection VRS sévère. Et ils entendent par là les patients présentant une maladie cardiaque et ou pulmonaire chronique, les immunodéprimés et également ceux vivant en institution. Et donc, c'est dans ce contexte que s'est inscrite cette étude qui visait, au vu de l'arrivée prochaine de recommandations vaccinales, de caractériser de manière épidémiologique et clinique les patients âgés de plus de 60 ans diagnostiqués à l'hôpital pour une infection VRS. Et cette étude-là, elle s'est faite sur la saison épidémique 2022-2023, entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2023. Alors, on a choisi cette période-là pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on était dans une ère post-Covid où les CHU s'étaient équipés de techniques de dépistage des infections respiratoires multiplex avec des politiques de dépistage élargies. Donc, on pensait pouvoir être le plus exhaustif possible en termes de dépistage des infections VRS et également parce que ça correspond à la période épidémique de circulation du VRS dans cette population. Et donc là, pour exemple, je vous ai mis en fait les chiffres et on voit qu'entre le 1er septembre et le 31 janvier, on a une assez forte circulation du VRS en population âgée, avec un pic de taux de positivité de plus de 7% la deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Donc cette étude, elle a été menée de manière rétrospective dans 4 centres hospitaliers, donc CHU d'Amiens, de Caen, de Lille et de Rouen. Le diagnostic de l'infection VRS se base sur le test de détection moléculaire. Donc, ce n'était pas forcément le même pour tous les centres. Donc, c'était pour ceux qui connaissent soit de l'IPLEX, soit du GeneXpert, soit du fibre respiratoire. L'ensemble des données cliniques, biologiques, démographiques et sur le mode de vie des patients ont été extraits des dossiers médicaux du patient et des systèmes d'information des laboratoires. Et les données cliniques ont été uniformisées par le biais d'un questionnaire. On a également comparé l'ensemble des données extraites à celles du codage SIM10, extrait du coup de la base. Et on a obtenu du coup un avis clair favorable le 23 février 2024, qui nous a permis de démarrer du coup cette étude rétrospective. Donc pour ce qui est des résultats, au total dans cette étude, on a recensé 652 patients infectés VRS dans la population ciblée. 52 ont été diagnostiqués au CHU d'Amiens, 212 au CHU de Caen, 91 au CHU de Lille et enfin 297 au CHU de Rouen. La majorité des diagnostics ont été faits de manière évidente sur échouage nasopharyngé. Par contre, ce qu'on doit quand même noter, c'est qu'on avait des politiques de dépistage finalement assez différentes selon les centres. À Caen et à Rouen, on avait un dépistage systématique de l'ensemble des patients qui se présentaient aux urgences, tandis qu'à Amiens et à Lille, on avait un dépistage un peu plus ciblé selon les services. Pour ce qui est du coup du mode de dépistage des patients, on voit de manière assez flagrante que le principal service qui dépistait les patients pour le VRS, c'était les urgences pour 2 tiers, ce qui montre bien l'importance d'avoir une politique de dépistage élargie pour avoir du coup
une étude épidémiologique exhaustive. Et notre premier patient a été diagnostiqué VRS le 15 septembre 2022 et on avait, comme attendu, un pic en fait d'inclusion, surtout sur le mois de décembre. Pour ce qui est de la caractérisation de notre population de l'étude, on avait une moyenne d'âge de 77,8 ans, avec une médiane de 78 ans. On avait un sexe ratio un petit peu en faveur des femmes, ce qui est retrouvé globalement dans la littérature. Et ce qui était un peu plus intéressant ici, c'est que la quasi-totalité de nos patients, 97,5%, présentaient au moins une comorbidité. Parmi les comorbidités qui ont été recherchées, il y avait les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiaques chroniques, les maladies rénales chroniques, l'immunodépression et les diabètes. Parmi les comorbidités, 2 tiers d'entre eux avaient au moins une maladie respiratoire chronique et 2 tiers d'entre eux avaient au moins une maladie cardiovasculaire chronique. Donc là, on est face à une population de patients qui est quand même assez comorbide, voire polycomorbide. Ensuite, on s'est intéressé au devenir de ces patients. Donc parmi ces patients, quelle proportion de patients va finalement devoir être hospitalisé du fait ou pas de son infection VRS. Donc on avait un total de 508 patients qui ont été hospitalisés sur les 652. On a effectivement quelques disparités selon les centres qui sont liés aux politiques de dépistage. Donc les centres 2 et 4 sont des centres où il y avait un dépistage élargi aux urgences. Donc on a un nombre de patients qui n'ont pas été hospitalisés, qui sont juste passés aux urgences, et un nombre de patients qui sont passés aux urgences et ont été hospitalisés, ou de patients qui sont rentrés directement en hospitalisation. Ce qu'on remarque également, c'est qu'on a du coup des moyennes d'âge qui sont équilibrées en fait selon les centres. Donc on va avoir en termes, en tout cas d'âge, des populations de patients similaires. Par contre, ce qu'on note également, c'est que le motif principal d'admission des patients euh, était un motif cardio-respiratoire. Donc souvent des patients qui décompensaient une maladie cardiaque ou une maladie pulmonaire chronique. Ce qui est intéressant également, ce qu'on note, c'est qu'on avait également 30 patients pour lesquels le motif d'admission était une chute ou une fracture liée à une chute. Et là, c'est un petit peu intéressant parce que dans le cadre d'une volonté de réalisation d'une étude prospective, il faut penser à ce motif-là, car en fait, on a souvent des patients qui sont confus de fait de leur infection et qui vont chuter à domicile, et pour lesquels il faut éventuellement penser à un motif, voilà, infectieux. Ensuite, on s'est intéressé au devenir de ces patients en hospitalisation, donc en termes à la fois de besoin d'oxygénothérapie, d'admission en soins intensifs ou réanimation, de mortalité intra-hospitalière et de durée de séjour. Et quand on regarde en termes de durée de séjour, on a estimé une durée de séjour moyenne de 16,2 jours. C'est plus élevé que ce qui est rapporté dans la littérature. Dans la littérature, on est plutôt sur des durées moyennes de séjour entre 11 et 13 jours. Donc là, on est un petit peu au-dessus. On avait également une médiane de durée de séjour de 7 jours. Donc ça veut dire que la moitié des patients étaient hospitalisés pour au moins une semaine, voire plus. Et on avait une mortalité intra-hospitalière de 10,8%. Là aussi, c'est plus élevé que ce qui est retrouvé dans la littérature, parce qu'on était plutôt de l'ordre de 7%. Et enfin, fait intéressant, c'est que plus d'un tiers des patients qui vont sortir d'hospitalisation vivants vont être réadmis dans les 90 jours. On a également fait de la régression logistique pour voir si on retrouvait des variables associées à un surrisque de mortalité. Et hormis l'âge ou le sexe, on n'a pas mis en évidence de variables intéressantes. On s'est également intéressé à la population oubliée, entre guillemets, des recommandations vaccinales actuelles, donc les 60-65 ans. On avait 79 patients dans notre population qui correspondaient à cette tranche d'âge. Et ce qu'on remarque, c'est que 100% d'entre eux avaient au moins une comorbidité et qu'on avait une durée une durée de moyenne de séjour de 16 jours, donc équivalente à celle qu'on avait pour la population ciblée par la vaccination, et un taux d'admission en réanimation intensive qui était plus important. Et donc là, ça montre bien que le quote-off choisi par les recommandations vaccinales, qui ne se base pas forcément sur euh, la littérature, n'est pas forcément adapté à la population la plus victime du fardeau VRS. On s'est également intéressé à l'impact de l'infection VRS sur l'autonomie des patients. Et donc pour ce faire, on a comparé le mode de vie des patients avant leur admission et après leur admission.
Et donc, avant leur admission en séjour hospitalier, on avait la grande majorité de nos patients qui vivaient à domicile, donc soit en famille avec conjoint, soit qui étaient autonomes, seuls à domicile, et moins de 10% d'entre eux qui vivaient en institution et donc en EHPAD. Par contre, quand on compare en fait leur mode de vie en sortie d'hospitalisation, et ben là c'est assez marquant. On a 13,2% des patients qui vivaient à domicile qui vont devoir être transférés en institution à leur sortie d'hospitalisation. Donc on a vraiment une perte d'autonomie associée au fait d'avoir été infecté par le VRS dans cette population-ci. On a également fait le même comparatif pour notre population des oubliés de la recommandation vaccinale et on a également, encore une fois, les mêmes observations. Enfin, pour respecter le temps, je me dépêche un petit peu. Enfin, on a comparé nos données observées à celles du codage du coup SIM10. Et pour ce faire, on a regardé notamment le diagnostic qui était codé par les différents centres pour les différents patients. Donc, pour rappel, il y a trois types de codage possibles. Il y a un codage en DP, diagnostic principal, un codage en DAS, diagnostic associé, et un codage en diagnostic relié. Il y a quatre codages qui sont associés au VRS, donc le codage J12.1 qui est le codage pneumonie à VRS, le codage J20.5 qui est le codage bronchite aiguë lié au VRS, le codage J21 qui est le codage bronchiolite dû au VRS, et on a un codage B974 qui est un peu plus obscur, qui est maladie AVRS qu'on n'arrive pas à classer autre part. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que dans nos populations de l'étude, un tiers des patients n'avaient aucun codage associé au VRS. Quand bien même ils venaient parfois pour un motif infectieux tracé dans le dossier médical, ils n'avaient bien souvent pas de codage VRS associé. Ce qui montre bien que toutes les études menées sur en fait, codage SIM10 sur la base PMSI sont forcément inexhaustives et sous-estiment probablement le fardeau d'IO-VRS. Donc là, c'est vraiment une des premières études, en tout cas françaises, qui se veut plus exhaustive, car elle ne se base pas uniquement sur des codages SIM10, mais elle se base réellement sur les données directement extraites des dossiers médicaux des patients. Et donc, pour finir, bien évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette étude, notamment au recueil de données, car ça a été assez fastidieux, aux personnes qui ont également participé à l'extraction du codage SIM10. Et pour ce qui est de la suite, on a soumis un résumé pour les GNRB qui auront lieu le 10 juin prochain, et on a une publication de ces résultats qui est d'ores et déjà en cours. Et normalement, je suis pile poil dans les temps. Oui, c'est bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On va passer à la prochaine communication de Florent Ocelli, peut-être, je sais pas trop comment on prononce, de l'Université de Lille, qui est un appel pardon, à collaboration sur un escape game en réalité virtuelle sur la qualité de l'air intérieur pour favoriser les changements comportementaux. Alors, juste pour compléter, je ne suis pas Florent, comme vous Ah, pouvez voir. Non, non, Florent pouvait pas se connecter, mais il a fait un PowerPoint sonorisé qu'on va vous passer, donc enregistré, en sachant que c'est un appel à collaboration, qu'il est vraiment à dispo pour discuter quand on veut avec qui serait intéressé ou de faire un petit groupe. Et donc Sandrine renverra un petit mail pour derrière. Mais voilà, et après on peut nous discuter si on le souhaite hein, entre nous là. Mais voilà, c'est un appel à appel à collaboration. Et donc, vous voyez? oui, Oui. Alors avant de vous parler de on entend, c'est Simrail, parfait. je vais vous présenter en quelques mots ce que sont que les technologies immersives pour que vous ayez le vocable. Donc on les appelle les XR et elles se distinguent en trois grandes catégories. La première, qui est la plus connue, la plus utilisée, c'est la réalité virtuelle, VR. C'est une technologie qui utilise principalement un casque de réalité virtuelle dans lequel on va être plongé pour visualiser un environnement virtuel qui a été soit imaginé, soit reproduit à partir d'un environnement réel. Deux types de technologies, la 3D et la 360. On va parler surtout de 3D aujourd'hui, puisque cette technologie permet de naviguer dans un environnement virtuel et d'interagir avec les objets qui sont présents, les attraper, interagir avec eux, etc. La deuxième technologie, c'est la réalité augmentée. Elle utilise l'environnement réel
on va scanner à travers un écran, principalement un smartphone ou une tablette, et sur cet écran vont être projetés des éléments holographiques qui sont cliquables. Donc c'est de l'information qui est ajoutée à l'environnement réel. Et finalement, la réalité mixte, elle combine un peu les deux, puisque à l'aide de lunettes ou d'un casque, on va pouvoir visualiser l'environnement réel, voir apparaître par-dessus des objets holographiques, mais cette fois-ci, ils seront beaucoup plus interactifs puisqu'on va pouvoir les attraper, interagir avec eux de manière plus intuitive. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la première technologie, la réalité virtuelle en 3D. Donc Simkai, c'est un dispositif numérique en 3D VR qui a été créé en collaboration avec l'APPA, pour laquelle Association de loi de 1901 d'utilité publique pour laquelle je suis bénévole. Et donc Simkai veut dire simulation pour la qualité de l'air intérieur et l'hypothèse que l'on fait, c'est que cet outil peut favoriser le changement de comportement. Alors, c'est un projet qui a bénéficié du soutien de l'ARS et de la DREAL en Hauts-de-France. Et on a été lauréat de plusieurs appels à projets avec le soutien notamment de l'Institut Pasteur de Lille, de la Métropole européenne de Lille, d'Eura Santé, du Fonds de dotation de Qualitel ou encore de l'UFR3S. Alors, on parle ici de qualité de l'air intérieur. C'est un enjeu de santé publique puisqu'on est tous concernés. Et au départ, cette qualité de l'air intérieur est souvent dégradée du fait de l'obligation de performance énergétique des bâtiments, ce qui favorise le confinement de l'air et donc la rétention des polluants dans le logement. Mais c'est aussi et surtout une problématique individuelle et comportementale qui est liée à des gestes simples du quotidien, souvent freinés par des idées reçues. Par exemple, ça sent mauvais chez moi, je vais utiliser une bougie parfumée ou un bâton d'encens pour masquer les mauvaises odeurs. Ou encore, j'ai l'impression qu'il fait froid chez moi, je vais masquer, cacher et boucher les entrées d'air au-dessus des fenêtres parce qu'il fait froid dehors et que j'ai pas envie de refroidir ma maison. Donc Simkai, c'est un outil qui a pour objectif de sensibiliser différents publics à la qualité de l'air intérieur et ce, à l'aide d'une approche innovante. C'est un jeu sérieux en réalité virtuelle. Donc, dans cette simulation numérique 3D VR, l'utilisateur va être plongé dans une maison qui a été créée et il va devoir chercher, identifier et corriger des situations à risque par rapport à la qualité de l'air intérieur. Par exemple, supprimer certaines sources de pollution chimique comme la bougie parfumée, le spray désodorisant ou un bâton d'encens. Ça peut être aussi de remplacer certains produits d'entretien toxiques par des produits plus sains. On peut aussi travailler sur l'ouverture de plusieurs fenêtres pour créer un courant d'air et chasser la pollution à l'extérieur, ou alors vérifier le bon fonctionnement du système de ventilation. Et donc, l'utilisateur va être totalement immergé dans cette maison et va se rendre compte des conséquences de chacun de ses actes, conséquences qui peuvent être bénéfiques ou néfastes vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur. Pour ça, il va être aidé de différents stimuli, notamment au niveau visuel, avec la visualisation des polluants dans l'air intérieur, la visualisation de ces polluants en train d'être chassés à travers les fenêtres quand il y a un courant d'air, ou alors une montre connectée qui permet de visualiser différents paramètres comme la température, l'humidité ou la pollution, un indicateur de pollution chimique de l'air. Et c'est là tout l'intérêt de la réalité virtuelle pour ce genre de dispositif, puisque en incarnant un avatar, l'utilisateur va pouvoir percevoir les conséquences de chacun de ses actes. Il y a déjà un peu de littérature scientifique sur le fait d'utiliser ces technologies immersives pour, pour favoriser la prise de conscience et donc le changement de comportement par la suite. Alors, c'est un projet qui a été monté en équipe en collaboration entre le Lexim et la PPA. Et donc, pour la PPA, il y a une expertise en promotion de la santé, sur la qualité de l'air et sur la formation et la sensibilisation sur ces sujets-là. Et on a surtout travaillé avec Corentin Job, qui est non seulement le responsable d'un des pôles de la PPA, mais qui est aussi conseiller médical en environnement intérieur. Et donc, Simkai s'est nourri de remontées du terrain, d'observations qui ont été faites dans les habitations de patients qui avaient bénéficié d'une enquête CMEI. Côté Lexim, on a apporté l'expertise dans l'utilisation de ces technologies dans un cadre pédagogique ou de formation avec une ingénieure pédagogique qui a participé à la scénarisation en réalité virtuelle et à la gamification, et un développeur en réalité virtuelle qui a programmé sur le plan informatique l'ensemble du jeu.
On a aussi fait appel à plusieurs stagiaires qui sont issus d'écoles de jeux vidéo de la région et qui ont notamment participé à la création de tout l'environnement 3D, l'ensemble des graphismes, mais aussi au game design. Alors, le concept de Sinkai est pas nouveau parce que c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, notamment avec un jeu plateau qui s'appelle Juste un peu d'air. Et c'est de là qu'est née l'idée de transformer ce jeu qui est plutôt ciblé pour le public très jeune à un jeu un peu plus innovant et avec une cible beaucoup plus diversifiée. Donc, on a fait un premier prototype en 2021 qui a fait office de preuve de concept. Et sur la base de cette preuve de concept, on est allé chercher des financements pour créer la version 1.0 de Sinkai, qui est la version que vous voyez en bas à droite sur l'écran. Donc on est sur le rez-de-chaussée d'une maison qui a été totalement créée, avec différents espaces de jeu qui sont matérialisés par des cercles verts. Et sur chacun de ces cercles, on va pouvoir réaliser des actions qui vont soit dégrader, soit améliorer la qualité de l'air intérieur. Et on est sur le principe d'un escape game, puisque pour passer d'une pièce à l'autre, il faut atteindre certains objectifs, notamment sur une qualité de l'air intérieur qui est plutôt bonne. Cette version 1.0 a été testée par différents types d'utilisateurs en 2024 avec une session bêta testing. Et donc, on a identifié des erreurs, des choses qu'il fallait corriger ou des évolutions à réaliser. Et donc, en septembre 2025, on a pour objectif de sortir la version 2.0 qui sera la première version officielle de ce dispositif numérique. Donc, la phase de lancement prévue à la rentrée intégrera le dispositif dans des actions de sensibilisation ou de formation de la PPA, mais aussi dans des situations de formation en santé-environnement au sein de l'UFR3S à l'Université de Lille. Il est aussi prévu un déploiement à grande échelle sous deux formes. La première forme, c'est la création d'une formation air intérieur et santé. Et la deuxième forme, c'est surtout la mise à disposition de ce dispositif numérique auprès de différents types de publics, différents types d'organismes ou de partenaires. On est en train de discuter sur les modalités de mise à disposition, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique, parce que tout le monde n'est pas équipé de casque VR. Donc on est en train de réfléchir là-dessus. Alors aujourd'hui, la version 2.0 qui sera publiée, c'est un escape game un peu général où on aborde différentes thématiques en lien avec la qualité de l'air intérieur. Mais on est déjà en train de réfléchir à la version 3.0 de Simkai qui va intégrer non seulement ce scénario général, mais aussi des scénarios thématiques. Et pour ça, on a travaillé avec nos étudiants de Master 1 dans la filière santé-environnement pour écrire 4 scénarios thématiques qui sont en cours de finalisation. Un sur les perturbateurs endocriniens et les 1000 premiers jours de la vie, un sur les allergènes, un sur l'entretien de la maison et un dernier sur l'aération et la ventilation en lien avec l'humidité. Alors, ce n'est pas du tout fermé puisqu'il y a plusieurs possibilités de scénarios thématiques. Donc, on est aussi ouvert à des idées, à des sujets qui pourraient répondre à un besoin spécifique. Et donc aujourd'hui, je vous sollicite pour un appel à collaboration parce qu'on a un dispositif de sensibilisation ou de formation qui est un outil de prévention en santé-environnement qui sera publié. Et donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'évaluation de l'impact de cet outil de prévention. Alors je vous ai listé ici quelques exemples de questions auxquelles on pourrait répondre avec des cibles potentielles. Par exemple, on peut s'intéresser à l'impact sur la perception des dangers ou la perception des risques sur la qualité de l'air intérieur auprès d'un public citoyen, par exemple. On peut s'intéresser au changement de comportement des personnes qui ont bénéficié d'une action de ce dispositif de prévention. On peut aussi s'intéresser à l'impact sur le bien-être et sur la santé, par exemple en évaluant les changements sur la fréquence et l'intensité de symptômes au niveau de personnes ou de patients qui ont des problématiques cardio-respiratoires. On peut aussi s'intéresser à la montée en compétences de personnel de santé qui sont des relais sur la transmission de l'information en termes de qualité de l'air intérieur. Donc voilà, c'est un appel à collaboration. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, si vous avez une idée d'une manière de l'utiliser et d'évaluer son impact, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail qui est ici. Puis je sais qu'il y a un événement plus spécifique à ça qui sera organisé par la suite dans le cadre de la version 2.0 du FHU.
Donc pour conclure, un dernier mot sur le Lexim. Je vous ai parlé d'un de nos projets, mais on travaille aussi pas mal en ce moment sur des scénarios en 360 degrés qui permettent de former les personnels de santé dans un cadre de qualité et de sécurité des soins. Donc c'est plutôt un objectif de formation continue. Et donc bah, si vous êtes intéressé par tout ça, l'usage de ces technologies, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn. Vous avez le QR code qui est affiché et vous pouvez aussi très bien me contacter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolé de ne pas être présent aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'échanger plus tard. Donc, voici sa présentation. J'arrête le partage. Et je redonne la parole à notre modérateur. S'il y a déjà des échanges déjà vous voulez faire avant de faire la photo des connectés. Est-ce qu'il y a d'autres remarques en sachant donc que Sandrine fera un petit mail pour que, comme ça, peut-être centraliser tous ceux qui seraient intéressés et puis on verra comment on peut organiser les échanges. Et puis on peut vous donner également les contacts directement de Florent si vous voulez directement échanger avec lui. Et je vous propose donc de faire la photo des connectés. Donc l'idée, c'est que chacun rallume sa caméra. Eh ben, un grand merci à tous. Je vous laisse aller. On est tout à fait à l'heure. Alors, je vais vous repartager, avant d'aller vous déjeuner, je vais vous repartager les liens pour la suite, puisqu'on change de lien pour cet après-midi. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver sur le QR code le lien. Alors, si vous pouvez vous connecter, on va dire à 13h25 pour vraiment qu'on commence à 13h30 puisque on a une première partie, hein, je vous rappelle, on va faire un peu le point, enfin le bilan de ce que nous on peut vous présenter comme bilan avec Sandrine, comment va se préfigure l'avenir, et puis ensuite on a nos nouveaux arrivants qui vont faire leur présentation, puis les ateliers. Et si on veut qu'on ait le temps pour tout faire, y compris correctement les ateliers, et finir dans les temps comme promis, il faut vraiment qu'on commence à l'heure. Et avec Sandrine, on va faire un gros effort pour rester à l'heure dans notre timing parce qu'on sait qu'on parle beaucoup. Donc, si vous pouvez vous connecter vers 13h25 pour vraiment qu'on commence à 13h30 pile, ce serait super. N'hésitez pas à rescanner le QR code, vous aurez le lien. Et je vous rappelle que ce n'est pas le même lien que ce matin. Et on vous redonnera, quand ce sera le moment, les liens pour les différents ateliers pour que vous alliez vous connecter à celui que vous souhaitez. Bon appétit à tous. Merci à nos Merci, deux modérateurs Merci. qu'on a tenu avec parfaitement plaisir. et à tout à l'heure.